Donc cette pièce est de Patrick Kerman. Elle va vous emmener dans un petit village, un endroit qu'on trouve dans tous les villages, un cimetière. Et à travers cette pièce, vous allez voir que les morts sont aussi des bons vivants. Voilà, donc je vous laisse apprécier, je vous laisse découvrir et rendez-vous à la fin. Tous les rapports sur les mastications concordent. Les morts mâchent avec leur temps. Dans les tombeaux, avec un bruit aussi puissant que celui des porcs. Dans les chroniques et les récits, les auteurs ne tarissent pas de cette espèce de son et de voix qu'ils racontent avoir entendu dans les cimetières, dans les sépulcres et les monuments funéraires. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Il croit qu'il dort. Vous avez entendu? Faut que je me réveille. Faut que Ça je... va, on a compris. Pardon? Tu te répètes, mon gars, tu te répètes. Oh, vous êtes où? Oh, vous êtes combien, là? Un certain nombre, si tu veux savoir. Et un nombre certain. Les plus nombreux que les autres là-haut. Ah, sacré Marcel, toujours les mots pour rire. Eh les gars, vous voulez que je raconte l'histoire du mec qui débarque avec son costume sous le bras et puis qui... On la connaît, Marcel. 10 fois déjà que... Tu fatigues, Marcel. Je veux pas dire, mais tu fatigues. Ouais, ça va, si on peut plus s'amuser. Excusez-moi, mais... Et c'est reparti. Toujours pareil avec les nouveaux. Le même tintouin qui reprend. Faudrait les prévenir là-haut, après ils vont dire que c'est nous qu'on radote. Eh, tu t'y prendras comment? Hein, Marcel? Mais dites, excusez-moi, mais... Oh, encore un pressé. Tout doux, mon gars, t'as tout ton temps. Et même plus! Hein, Marcel? Ouais, c'est pour sûr, c'est pas près de finir l'éternité. Il faut vraiment que je me réveille. Sois pas idiot. Pardon? T'as ton compte, Alphonse! Hein? Y a pas de mal! Pardon? Mais t'es bouché ou quoi? Tu dis pardon? Je dis y a pas de mal! Oh, t'énerve pas, Roger! Oh, je sais bien! Mais y a des fois où? Roger, souviens-toi, quand t'es arrivé, c'est du pareil, non? Je dis pas! Mais quand même! C'est pas une raison pour nous casser les pieds! C'est vrai qu'on est bien entre nous. Hein, Marcel? Bah, plus on est de mort, plus on rit, non? Ah, t'as pas tort, Marcel. Je dis pas, t'as pas tort. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par « t'as ton compte, Alphonse » ? Tu es mort, Alphonse. C'est la vie. Tu saisis, là? Encore un dur de la comprenette. Pourrait nous envoyer des plus éveillés? On choisit pas toujours, hein, Roger? T'as raison, Marcel! Je dis pas! T'as raison! Mais vous plaisantez, messieurs. Je me suis endormi devant la cheminée après le dîner. Mais je vais me réveiller. Je fais juste un petit somme. Et un mauvais rêve. Tu rêves pas, Alphonse. N'attaque au coin du feu à ton âge, hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Mais ce n'est pas possible. Et si, faut y faire, moi, Alphonse. Mais... Oh, y'en a marre! Calme, Roger. Oh, je voudrais t'y voir, toi. À chaque fois, c'est pareil. Vrai, pas que ça à faire à les entendre pleurnicher. Bon, on reviendra plus tard. Mais... Tu vois?
Il recommence. Allez! Attends-toi! Ouais, c'est ça, Marcel! Mais va pas au bistrot, la mère Pascal! T'as pas fini de payer la douche! Attendez, messieurs, attendez! Faut vraiment que je me réveille. Attendez-moi! Oh! Méritez quelque chose, ne me laissez pas tout seul! Oh! Crissement. Petit pas, petit pas. Silence. Ne pas, surtout ne pas. Et puis lamente, larmoie, puis geigne, gémisse, toujours sanglots, étouffé, muet, pleures aussi, et crie du tout fond, larmes, oui, larmes. Bruit du monde. Mots enfouis, disent malheur, disent affliction et désolation, disent chagrin, oui. Et toujours sanglots, voix tremblante, voix frémissante, du tout fond, du tout loin. Et disent oubli, deuil et oui. Disent ça aussi. Voix nouée. Encore larmes éparses, puis taries. Oui, pleurs taries, douleur ensevelie, consolée et apaisée, oui. Disent rien, plus rien disent, au bruit du monde. Petit pas, petit pas, crissement. Aux aguets du moindre son murmuré, des mots vociférés ou susurrés, des ressassements non taris, je marche. Et dans ma tête résonnent les paroles de ceux que j'ai connus, de ceux dont on m'a parlé, enfant, et qui entretiennent l'histoire de Morel sur Aguse, de ceux dont j'avais deviné l'existence, de ceux enfouis dans le siècle passé qui n'ont laissé qu'une trace fragile dans la mémoire de la communauté. Et tout cela qui m'emplissent, moi, l'oreille tendue vers leur bouche de leurs mots. Le début de la fin. Le tout début de la fin. Oui, c'est là qu'il me faut commencer par ce qui marque le début de la fin. Le début exact de la fin. Donc, ses muscles se relâcheront, sa mâchoire s'affaissera, sa bouche béera et ses sphincters se dilateront. Voilà l'exact début. Et puis son corps se refroidira, son corps se rigidifiera, son corps se couvrira de taches. Oui, de taches arrondies, de taches rose bleutées, rouge clair et bleu sombre. Son corps se couvert de taches, et puis son cerveau pourrira. Voilà. Et puis son ventre se gonflera. C'est cela aussi qu'il me faut dire. Son ventre gonflé exudera de la graisse et des lymphes. Son ventre gonflé exudera des graisses et des lymphes. Et puis les vers grouilleront dans ses viscères pourris, et tout dépend de la nature du sol et des conditions hydrographiques. Les vers grouilleront dans ses viscères pourris et sortiront de ses orbites. Et puis les liquides s'écouleront dans ses orifices. Et les gaz, oui, les gaz, des écoulements gazeux et ou liquides. Il me faut rester précis. Et puis des écoulements gazeux et ou liquides accéléreront la putréfaction de sa chair, les miasmes aussi. Ah oui, enfin cela dépend aussi du temps. Le temps qu'il fait et le temps qui s'écoule, plus ou moins lent. Mais ce qui ne change rien, au début, non le début, le tout début de sa fin. Oh, si parfois le bois pourrit avant le corps, ou les planches cèdent sous les gaz putrides, cela dépend. Oui, cela dépend. Mais en gros, c'est toujours la même histoire. En gros, rien ne change. Jamais. Donc ce sera là sa fin exacte, le début de son exacte fin. Ce sera donc sa fin. Fourniture. Cercueil plus gaine. 2835. L'échelle, ça monte vite. Serviette.
service. 1665. C'est pas donné. C'est pas donné. Presse plus faire part. 200. Ça va, ça va. Fleurs plus article funéraire. 220. Ça chiffre toutes ces babioles. Marbre, 500. Transport, 800. Ce fil du monde, transport, 800. Cimetière plus service communal, 1000. Clergé, 200. Plein la poche, le curé. Total, 10 000. TVA, 1450. À payer, 11 450. C'est d'un luxe de nos jours. Et pourtant, hein, je l'avais bien dit au Roger. Je veux du sapin. Au prix du chêne. Tu te rends pas compte, le chêne. En plus, le sapin, ça me rappellera les Vosges. Et Gérard May, il était 52, avec la 2 chevaux. Et Gilles qui allait sur ses 3 ans, qui barbotait dans l'eau. Et nous, allongés sous les sapins, avec cette odeur de sapin, les aiguilles qui nous piquaient des fesses. Alors j'y tenais au sapin. Bon d'accord, Gérard May, c'était pas Saint-Trope. Mais qu'est-ce qu'on aurait été faire à Saint-Trope? Alors que là, on avait les sapins. Et le Roger, si je n'avais pas serré les cordons de la bourse, eh ben jamais on n'aurait pu aller à Gérard May, hein. Lui qui rêvait de Saint-Trope. Et des nichons qui se promènent à poil à Saint-Trope. Et c'est comme pour la 2 chevaux, hein. Si je l'avais pas dit maintenant, stop. Après le boulot, tu t'arrêtes plus chez la mère Pascale pour t'en jeter un petit dernier. Qu'à la fin, les petits, eh ben, il faut une grande ardoise. Et ben la 2 chevaux, on n'aurait jamais pu se l'offrir, hein. Et Gérard May, encore moins. Et les sapins, non plus. Et lui, le Roger, dès que j'ai le dos tourné, il compte plus. Du chêne. Du chêne au prix du chêne. Et en plus, la gaine, en matière synthétique. Alors que je l'avais bien dit, hein, dans l'armoire au fond à droite, tu trouveras le linceul que j'ai brodé l'été 52 à Gérard May, vu que les sapins m'y avaient fait penser. Et ben lui, non. Compte plus. Gaine. Et cher. Un faible, Roger, je vous dis, un faible. Mais j'en étais sûre, hein, j'en étais sûre. Maintenant que je suis plus là, il allait se faire refiler le plus cher. Alors que je l'avais bien dit. Du sapin. Juste du sapin. Des tomates rouges. Non mais quel goût! À moi qui ai toujours eu horreur du rouge. Des tomates rouges. Surtout le sol gris bleuté. J'avais rien contre celui des Levrault. Il est bien, gris bleuté avec une touche de vert. À chaque fois qu'on venait, je disais, tu vois, on a beau dire, les tomates des Levrault, ça se conserve. Et une chaleur, comme une espèce de chaleur dans le caveau, mais sobre, décente la chaleur. Pas une de ces fausses chaleurs comme celle de ces fausses tomates rouges qui étaient dans la cuisine. Et que j'en avais marre parce que je hais le rouge. Mais j'avais beau dire à l'Antonin, quand est-ce que tu me les changes ces tomates rouges? Rien, jamais rien. Juste une fois, elles sont là et elles resteront là, tu m'as dit. Et plus de 30 ans, j'ai passé dans cette cuisine avec ces tomates rouges qui me sortaient des yeux. Et l'Antonin qui ne trouve rien de mieux à faire que de me faire construire un caveau avec le reste des tomates rouges posées dans la grange. Alors là, je dis stop, ça suffit le rouge, je peux plus, je peux plus. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Le savait que c'était pas du tout, mais alors pas du tout un sanglier. Le Marseille Gary l'a fait exprès de
j'étais là. Et même que il m'a dit que si je l'ouvrais, eh ben, il me la fermerait. Comme René, d'un coup de fusil dans la tête. Et que depuis, eh ben, j'ai les chocottes. Et même là, eh ben, c'est toujours pas passé. C'était au début de la seconde mi-temps, tout au début. Sur un centre en retrait de Richard, après un débordement sur l'aile droite. Tout seul j'étais. Un peu à gauche du point de pénalty, complètement démarqué. Un centre bien tendu. Et moi, là, débarrassé de leur arrière central qui prenait Guillaume, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'avais le temps. J'avais le temps de la contrôler, de l'amortir de la poitrine et de l'envoyer glisser dans le coin droit, tranquillement. Je voyais déjà au fond, je voyais la victoire contre l'AS Landon et le titre de champion départemental que l'est, je le voyais. Et les embrassades et la fête, je le voyais. J'avais le temps. J'ai fait une tête plongeante. Un beau geste. J'ai fait une tête plongeante et le ballon est allé s'écraser contre le poteau droit. C'était tout au début de la seconde mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'aurais pu la contrôler. Nous avons fait match nul. Il nous manquait un point pour devenir champion. Je ne sais vraiment pas ce qu'il m'a pris. Faut comprendre, c'est pas facile les bêtes. Et quand il n'y a que ça pour pas crever, alors faut comprendre. Et quand il débauche de partout, et que Mariette ne ramène plus son SMIC, et que l'idiote est suivi par des psychotrucs, et que tout coûte, quand même faut comprendre. Et que les bêtes c'est plus ça, mais plus ça du tout. Et quand on lit dans le journal un matin, puis un autre, et encore un autre, que pour le bétail d'élevage et d'embouche, les acheteurs régionaux ou de l'extérieur sont moins nombreux et assez réservés sur leur approvisionnement, alors faut comprendre. Et qu'hormis les bonnes femelles lourdes ou plus jeunes à conserver, et les vaches herbagères normalement appréciées, l'écoulement reste difficile. Mais il n'y a rien à part les bêtes, et qu'on ne savait déjà rien faire que les bêtes. Alors c'est pas maintenant qu'il faut se lever à pas d'heure, et quand on lit encore que le marché manque d'avenir, on se dit que forcément nous aussi. Alors faut comprendre, faut quand même comprendre que c'est un geste désespéré. Bonjour mon lapin. Ben mon salaud, Content de te voir. t'en auras mis du temps. Comment va? T'as jamais été impressé, toi. Oh, ma loute. Oh, pas de ça. Ma lunée. Arrête, tu veux. Ma puce. Tu peux me dire ce que t'as fait? J'attendais. Tu attendais. J'attendais. Et tu attendais quoi? Tu viens de mon heure, ma pèlerie. Pourquoi si longtemps? Pas ma faute. Où t'as traîné, tu peux me dire? Tu me connais, mon chat. Justement. Mais quoi? Qu'est-ce Mais que tu vas encore trouver? Ma poule. Elle est à couche? Mais quoi? Sûr t'as pour rater la Lisette. Oh, la Lisette, ma biche. La Lisette, oui. Mais elle est partie à l'hiver 77. Alors, la Marianne. Oh, bon canard, la Marianne. Tu croyais que je te voyais pas? Mais elle est partie juste après toi. Trompeur, va. Je t'assure. Tu parles. Il suffit de demander autour de toi. Encore des menteries. Mon poussin. Je ne suis pas dupe. De quoi? Et arrête avec tes petits mots. Tu n'aimes pas le jumeau? C'est d'un ridicule. J'arrête, ma lionne, j'arrête. Je suis une personne ordonnée. On apprécie mon sens de l'ordre à la mairie, au château et chez le docteur. Et de la propreté, cela va de soi. J'ai été une personne ordonnée. On ne pourra rien me reprocher. Et propre, naturellement. Le matin, j'ai repassé ma jupe plissée verte et amidonné mon chemisier. Le chemisier à fleurs du dimanche. J'ai également ciré mes chaussures noires, puis frotté avec le chiffon en laine pour les faire bouillir. J'ai également mis une culotte propre. Bien que ce fût mardi, je suis une personne propre. Mais j'ai gardé la culotte sur moi. J'ai juste déposé mon chemisier bien dans les plis
à côté de ma jupe plissée verte et de mes chaussures noires sur le gravier. Je suis une personne ordonnée. Donc, la jupe, à droite le chemisier, et encore à droite, la jupe. Je suis donc rentrée dans l'eau avec ma culotte toute propre. On a sa pudeur, mais sans soutien-gorge. Ma poitrine n'a pas besoin de soutien. Ainsi, quand les pompiers de Landon m'ont sorti du lac des Bleuets, avec le docteur Lemoine pour l'autopsie, le Fabrice, mon mari, pour la reconnaissance du corps, le Reboul, l'adjoint-maire pour l'acte de décès, et le fils Lespinasse qui passait en vélo, et le Georges Vinchon qui était dans le champ. Ils ont vu ma culotte. Ils ont vu, pour la dernière fois vue, ma poitrine blanche, les seins blancs et fermes encore. Lourd peut-être, trop lourd pour eux. Oui, ils ont vu cette poitrine. Le Serge Lemoine qui me pénétrait le vendredi sur la table d'auscultation, pendant que sa femme était en ville. Le Reboul Paul, dont je suçais le sexe tordu et noueux, et dont j'avalais le sperme lourd. Ils ont vu cette poitrine. Le Fabrice, que je chevauchais le soir dans le lit grinçant. Le petit Lespinasse, mon tout fou, qui me giclait dans ma touffe épaisse, qui me giclait entre mes deux seins que je pressais. Et même le Serge Lemoine, que je retrouvais le lundi dans la grange au foin, et qui me faisait des choses dégoûtantes, que moi, propre et ordonnée, personne réputée propre et ordonnée, j'aimais. Ah oui, je les aimais, ces sexes durs qui me pénétraient partout, qui entraient dans ma bouche, dans mon sexe humide et ruisselant, dans mes fesses offertes. Je les aimais, ces sexes, le sexe du Georges Vinchon, qui me fouillait au tréfonds et m'arrachait des cris inouïs. Le sexe malhabile du fils Lespinasse, qui restait toujours dressé. Le sexe vénulé avec un losange de peau plus claire. De Paul Reboul qui lâchait son jet chaud, âcre dans sa bouche, et que j'avalais au tout fond de moi, qui me réchauffait tout à l'intérieur. Et le sexe de mon mari Fabrice, je l'aimais, ce sexe qui se ratatinait et qu'il sortait de moi. Et j'aimais ce sexe rabougri. Oui, oui, je les aimais, tous ces sexes des hommes, et ces choses, toutes ces choses qu'ils me faisaient. Les hommes, ces hommes rassemblés une dernière fois autour de mon corps. Le Serge Lemoine, le Georges Vinchon, le Reboul Paul, le Fabrice, le petit Lespinasse. Tous ces hommes qui admiraient une ultime fois cette poitrine, ferme encore, lourde et ferme encore. Ces deux seins blancs qu'il dédaignait maintenant, qu'il refusait d'embrasser, de toucher, tâter. Ces deux seins que depuis des semaines et des mois, il ne voulait plus caresser. Et ces deux seins encore fermes quoique lourds, leur arrachèrent une ultime érection, comme l'hommage du souvenir, de la mémoire des plaisirs partagés, l'adieu de ces hommes aimés et ingrats à une femme aimante. Oh, elle est dégueulasse! C'est encore le Georges, Avec la Nathalie, La Nathalie? l'aîné des Grangeons. les drones, Oh, faut pas exagérer. Mais la semaine dernière, Quoi? elle est venue avec Isabelle. la gardien, Isabelle de Saint-Aignan. De London, la gardien, de London. De Landon! Mais non! Le cadet de Georges Gardien a épousé la Martine Deschamps de Saint-Aignan. Tu confonds avec les Duchamp qui sont de Saint-Aignan par alliance avec les Rouards. Mais les rois sont de chez nous! Mais non, le cadet s'est installé à Saint-Aignan, à la Bretonnière, quand le Roger est parti. Le Roger Delmotte, Oh, toi! Pourriez m'expliquer? le Roger Delpute. J'ai compris. N'empêche que de notre temps, On allait au bord de la Raguse. Ou dans le bois de la Sante. Dans la grange de la mère Pascal, tu y allais pas, hein Gérard? moi,
N'empêche que c'est dégueulasse de venir forniquer chez nous tous les samedis soirs. Putain de Solex! J'avais bien dit au Georges d'y voir le tambour, que dans le Grand Côte, je vais le vent dans le dos. Et le virage avant la ferme des Riboux, le tambourière, eh ben il freinait plus sec. À la soupe, je lui avais redit. Oh Georges, pensez bien le tambourière. Si pas rien sur le vélo Solex, j'ai dit donc un mec tantôt. C'est comme qui dirait fait, m'assure Georges. Et puis de toute façon, avec le 3600, tu risques rien. Ouah, tu parles. C'est pas un poil qu'il a dans la main, le fils. Peut-être qu'il orgnait sa pain, le salopio ou quoi. Non, parce que... dans le bas de la Grand Côte, le type à la Marguerite des Riboux qui rentre à l'étable. Et que moi, j'actionne pour le frein arrière. Je me retrouve à faire la bascule dans la Marguerite. Et que du fossé à Purin. Ah bah je me suis jamais relevé. Bon, pas très simple. Pas tout compris. Pour récapituler, je comprends pas tout. Et comment je suis arrivé là et quoi? Bon, Jules Larguy, mon beau-père, meurt le 12 août 1964. Descend la Grande Côte sur son vélo Solex tout neuf. Et dans le village, juste avant la ferme des Riboux, heurte la Marguerite qui rentre à l'étable, bascule par-dessus et finit le crâne sur une pierre dans le fossé à Purin. Bon, on le ramène chez lui, on le lave, on l'habille, on le paye. Bon, toute la famille se rassemble. On prie, on vante le défunt, on pleure. Bon. Le mardi, soit le 14 août, on l'enterre. Vous ne pouvez pas le garder plus longtemps vu la chaleur. Donc, on l'enterre le 14 au matin. La messe à Sainte-Clotilde, départ vers la cimetière. Toute la famille réunie. Le fils Georges, sa femme, Yvonne, l'aînée, Sophie, la deuxième, Claudine, la cadette, ma femme, la mère Larguy. Enfin tous. L'oncle Louis et la tante Charlotte, la belle famille du fils Georges, les voisins, tous. Bon. On le met en terre. La bénédiction. On referme. On sort du cimetière. On va au café de la mairie, chez la mère Pascale, pour le repas. On reste au comptoir pour l'apéritif. On boit 1, 2, 3 pastis. Bon. Et là, Le vélo Solex, c'était pas un accident. on écoute et on se dit que le pastis, les femmes, l'émotion. Mais c'est ta faute tout ça, hein. T'avais fait la révision le dimanche d'avant. Oui, et d'ailleurs, je t'ai vu traficoter le vélo Solex du père. Moi aussi. C'est étonnant, vu que tu n'y connais rien. N'importe quoi. C'est servi. T'as épousé la Claudine juste pour la ferme. Tu l'auras jamais. Du calme, il n'y a pas que nous. Passez à côté, c'est mieux. Oh là, ça sent. Sophie, ou la mère Larguy prend le bouteille sur le comptoir. Et Claudine, ça j'en suis sûr. Non. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé le 17 août à 16h, avec 7 coups de couteau. Enfin,
dans le bras, 2 dans l'épaule gauche, 1 dans le ventre, ça c'était déjà plus grave, 1 dans le thorax, et un dernier, au cou, le fatal, tranchant l'artère fémorale. Bon, ça je comprends. Mais entre Claudine qui dit non et les 7 coups de couteau, là, j'ai beau essayer, il y a des choses qui m'échappent. J'ai souffert. J'étais pas heureux d'être souffrant. J'ai beaucoup souffert du ventre d'un coup de pied de ma bête. Ah, elle m'a fait souffrir, la Marguerite. Elle qui était toute chamboulée depuis que le Jules Larguy lui était rentré dedans avec son Solex. J'ai souffert vraiment. Et je disais à ma fille, va danser. Moi je suis peiné et point heureux de peiner tant. J'ai tant souffert qu'à la fin j'en suis parti. Et quand j'étais dans ma caisse, la pleine maison de gens qui se signaient et qui priaient, alors je l'ai vu, au-dessus de ma caisse. Un bel arc-en-ciel, un grand arc-en-ciel, juste au-dessus de ma caisse. Et là je me suis dit, tu as peiné beaucoup mon Maurice, tu as souffert tant, et tu as gagné le ciel. Je n'y tenais pas. J'aurais préféré. Je n'y tenais pas, Vincent. J'aurais préféré Marie-Mère. Juste Marie-Mère. Né Vinchon à la limite. Mais sans, ça aurait été mieux. Oh, pas à cause de la réputation des Vinchons, non. Je sais bien que mon père. Un beau salaud, on peut même dire. Il me foutait des torgnoles à chaque fois que je criais. Et je criais à chaque fois qu'il emmenait ma sœur Christine dans la chambre. Et pas à cause de ma mère qui ne pipait et me consolait des torgnoles, non. Pas à cause de ça que tout le bourg savait. Juste parce que Marie, mère, ce sont les mêmes mots, mais avec les lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu plus les lettres de Marie ou mère, on arrive à aimer. Marie, mère, aimer, ce sont les mêmes lettres. Et ça, c'est joli. À l'âge de mes 14 ans, mon père, Georges Vinchon, m'a pris. Il m'a prise à l'âge de mes 14 ans. Et il m'a prise encore et encore, jusqu'à sa mort, à l'âge de ses 50 ans. Il m'a prise de l'âge de mes 14 ans à l'âge de mes 20 ans. Il m'a prise pendant 6 ans, donc. Il m'a prise devant ma mère, qui se taisait. Il m'a prise devant ma sœur, qui criait. Il m'a prise devant le docteur Lemoine, qui se taisait, devant le curé, qui se taisait. Il m'a prise devant le bourg, qui se taisait. Il m'a prise devant tout le monde qui se taisait, tout le monde qui parlait et se taisait. Il m'a prise de l'âge de mes 14 ans à l'âge de mes 20 ans. Dans le mois où il m'a prise, mon sang s'est arrêté de couler. Mon sang s'est arrêté de couler dans le mois où il m'a prise. Mon sang s'est arrêté de couler de l'âge de mes 14 ans à l'âge de sa mort, à l'âge de mes 20 ans. À l'âge de sa mort, à l'âge de mes 20 ans, mon sang s'est remis à couler à l'âge de mes 20 ans. Mon sang s'est remis à couler. Il a coulé de l'âge de mes 12 ans, à l'âge où il m'a prise, à l'âge de mes 14 ans. Et mon sang a coulé de l'âge de mes 20 ans, à l'âge de ma mort, à l'âge de mes 23 ans. Il a coulé à l'âge de mon mariage. Il a coulé la nuit de mon mariage. Le sang a coulé la nuit de mon mariage, où Gilbert Le Tourneux m'a prise. La nuit de mon mariage, où Gilbert Le Tourneux m'a prise, mon sang a coulé. Mon sang a coulé la nuit de mon mariage. La nuit où j'ai pris Gilbert Le Tourneux. La nuit où Gilbert Le Tourneux m'a prise. La nuit de mon mariage, mon sang a coulé et ne s'est pas arrêté. Mon sang ne s'est pas arrêté de couler. La nuit de mon mariage, à l'âge de mes 23 ans, mon sang a coulé et ne s'est plus arrêté. Mon sang ne s'est plus arrêté de couler. La nuit de mon mariage, la nuit où Gilbert Le Tourneux m'a prise, mon sang a coulé
et ne s'est pas arrêté de couler. Toulouse, 4 février 1948. Le visage de Marty au bord de la Garonne. Comme une évidence. 2 corps. Une fulgurance. Ce carré de peau sur le nombril. Désir surgit. Une nuit à l'hôtel de la gare. Rire. Tendresse complice. Intimité fragile. À l'extrême bout de ce qui jamais une chose comme ça. Et puis, la Micheline, allant jusqu'à Landon, l'arrêt de l'autocar de 16h20 au bourg. Une nuit avec Estelle pour oublier, une mort pour regretter. Bonsoir maître de maison. Bonsoir maître de maison. Et à toute la compagnie de l'antirelier de l'Endura. Et à toute la compagnie l'antirelier de l'Endura. Je suis venu ici ce soir. Je suis venu ici ce soir pour demander votre fille l'antirelier de l'Endura. pour demander votre fille l'antirelier de l'Endura. Monsieur là, que voulez-vous? Monsieur là, quel voulez-vous? La grande ou bien la petite l'antirelier de l'Endura. La grande ou bien la petite l'antirelier de l'Endura. Non, 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 non. Oh non. Pas la Marie, pas elle. Pas la Marie, pas la Marie. La Julie, la Racorni ou l'Émilie la Flétrie, oui. Mais pas la Marie. Pas la Marie. Pas la Marie qui a jamais voulu. Qui a jamais voulu que je la touche. Même derrière le bois des Bluets, quand je la couratais, là. Mais quand son Gaston l'avait pas commandé. Alors non, pas elle. Pas la Marie. Pas la Marie. Avec ses mains. Qui pose ses mains partout sur moi. Qui m'essuie. Partout. Tout partout avec son éponge, là. Et qui me passe tout partout son linge. Et même tout partout qu'elle ne voulait pas toucher avant. Je pourrais pas m'empêcher, moi. Je pourrais pas m'empêcher si elle me touche là tout partout. Je pourrais pas. Je pourrais pas. C'était d'un drôle de le voir se tortiller, le Robert, et qui pleurait. Lui qui courait la gueule sans vergogne, il rentre au matin, la braguette encore ouverte. Et le voilà typant qui se roule par terre, s'écriant que non, c'est-il pas possible, c'est-il pas vrai que sa Marie part comme ça. Et non, vous voulez pas y croire, et que non. Et quand le docteur Lemoine est venu pour remplir le certificat, il a foutu la porte. Mais que c'était drôle quand il s'est mis à essayer les vieux trucs qu'il tenait de son père. Qu'il les tenait de son père. Comme le coup du miroir, ou de la plume dans les narines, même que ça chatouille un peu. Et quand il m'a enlevé mes bas pour me croquer le doigt de pied, là, je me suis dit, mon pauvre Robert, tu tournes des boules. Heureusement, le docteur Lemoine est revenu avec notre mère et lui a fait une piqûre. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Qu'est-ce que j'ai ri.
et aride, yeux caves, nez pointu bordé d'une couleur noirâtre, tempes affaissées, creuses et ridées, oreilles rétives en haut, lèvres pendantes, pommettes enfoncées, menton ridé et racorni, peau sèche, livide et plombée, poils des narines et des cils parsemés d'une poussière d'un blanc terne, visage fortement contourné et méconnaissable. Hippocrate a raison. Je suis bien mort. À mon époux chéri, Tu pars, tu pars. À mon fils, chante petit cri-cri, chante. Tu pars, tu pars. À notre papa, que ton repos soit doux quand on a pu bon. Tu pars, tu pars. À mon frère regretté, à jamais dans mon cœur ton souvenir demeure. Tu pars, tu pars. À notre parrain, on n'oubliera jamais ce qu'on aime. Tu pars, tu pars. À notre cousin le soleil qui s'est couché avant la fin du jour. Tu pars, tu pars. À notre ami, non pas adieu, mais au revoir. Tu pars, tu pars. À notre délégué régional de la FNSEA, tué et métrifié par ta disparition. Tu pars, tu pars. À notre trésorier regretté de l'Union gaulliste. Tu pars, tu pars. À notre voisin, celui qui dort ici mérite qu'on le nomme. Tu pars, tu pars. À notre fidèle client du café de la mairie. Tu pars, tu pars. À notre membre actif du comité des fêtes de la mairie de Sainte-Clotilde. Tu pars, tu pars. à notre animateur du cercle philatéliste, que ton voyage te soit doux. Tu pars, tu pars. Du fond des abîmes, je crie vers toi. Seigneur, prêtez l'oreille à mes paroles. Dieu Tout-Puissant, pourquoi cacher ainsi votre visage alors que mon corps s'effrite comme du bois vermoulu? Chaque jour, je répète, où donc est ton Dieu? Mon âme aspire à vous, mon âme soupire après vous. J'attends que mes os humiliés tressaillent d'allégresse en vous, mon très clément, en vous, où s'en retourne la chair des bienheureux qui meurent dans le Seigneur. Et, ô mon Dieu, je suis morte en vous et j'attends d'apparaître devant votre face. Alors, mon très grand, ma manzéitude grandissime, mon très loué, mon tout, qu'attendez-vous pour me prendre moi, qui repose en attendant la résurrection promise, selon Jean, verset 25. Je confesse que je méritais de mourir dès la première fois que je vous offensais volontairement. Que le péché en tuant mon âme devait faire périr mon corps. Et que si je suis enfin sous terre, je ne le dois qu'à votre bonté. Mais Seigneur, je vous supplie de prendre soin de ma fille, Bernadette Bigot, qui s'éloigne de votre voie et se complaît dans la luxure. Je sous-signais Bernadette Bigot, fille de Martine Bigot. Certifie sur l'honneur que l'unique phallus touché de ma vie entière fut celui du cousin Georges, l'été 43, dans la grange au foin. Confirme la découverte de mon homosexualité au pensionnat Marie-Madeleine avec sœur Yvonne et ma camarade Thérèse. Soutient qu'à l'âge de 21 ans, je n'ai plus posé un seul pied dans une église, même lors de mon voyage à Venise, avec Raymond en août 61. Garantit avoir connu des amours épanouis, notamment à la Baule avec Agathe Berthoud en 63-67. Assume mon militantisme athée à la cause des femmes, puis au MLF. Assure que mon âge, un peu tôt, et mon décès un peu prématuré, à l'âge de 47 ans, suite à un cancer de l'utérus, est indépendant de mon choix de vie. Proclame ainsi l'extinction de la race des Bigots et arrête une lignée de femelles frigides catholiques.
Parfait le Tourneux est un homme. Tous les hommes sont mortels. Donc Parfait le Tourneux est mortel. Implacable logique. Illogisme inexorable. Mais quand même. Dupont avec un T, bordel. Avec un T. Et ce con de Raymond qui me fout un D. Dupont avec un T, putain. Avec un T. La grenouille fait ploc sous le cerisier. Mon cœur a lâché. Ma disparition brutale a plongé les habitants de notre bourg dans une grande peine. Je le sais de source sûre. Mon décès a suscité une affection profonde, une concertation insondable. Tout le monde me l'a dit et je veux bien le croire. Comme une fleur, brisée au souffle de l'orage, la mort m'a ravie au printemps de mon... Oh zut, j'oublie toujours la suite. Nord-Sud, ils m'y ont mis. Nord-Sud, ces abrutis. Jamais j'aurais dû participer à la réflexion du toit de l'église. Jamais j'aurais dû tomber de l'échafaudage. Moi, ce qui me manque, c'est le sexe. Je ne vais pas faire violon ici. Elle est drôle. Allez, la mère Pascal, une dernière bière pour la route. Elle est bonne. On a beau dire, on ne s'y fait pas. Non, on ne s'y fait pas. Ils auraient quand même pu choisir une autre photo. Ah, j'ai semé de belles pensées. Mais j'ai quand même tout effacé. Je ne suis pas morte, je repose. Nuance. La maman, on l'a mis sur la maman à elle. L'Albert, on l'a mis sur la maman. Et quand le Georges est venu, on l'a mis sur l'Albert. Et quand la fille de Georges est arrivée, on l'a mise dessus, avec la Christine et la Marie, qui étaient déjà sur le Georges. Et moi, pour le moment, je suis tout dessus. Moi, Gouget René, je suis malencontreusement passé de 2 balles de 12,70 tirées par le Marcel Gary. Et dans le dos, s'il vous plaît. Dans le dos. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle. Robert Sever, Robert est mort. Si je juge Isabelle Delput qui fut le bonheur de son époux et de ses 3 amants. J'ai une annonce à faire. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Ta gueule, Raymond. On pourrait changer l'eau quand même. J'ai rien contre des fleurs ou des couronnes. Ça aurait été quand même plus gai, non? Je fus bon père et bon époux. Je fus conseiller municipal de 65 à 71, adjoint de 71 à 77, maire de 77 à 83. Je fus représentant de la mairie au conseil de l'administration du collège Émile Zola. Je fus ravi et l'affection des miens. Je fus élu en 77 avec 54,77% des voix. Je fus un homme intègre malgré mes fonctions. Je fus un amant attentionné, délicat et discret. Je fus travailleur infatigable. Je fus à l'investiture de l'extension sud du cimetière. Je fus atteint de 3 chaudes pistes lors de mon mandat de maire. Je fus à l'initiative du projet de la MJC. Je fus le client préféré de Madame Lulu le vendredi soir. Chez Madame Claude, à la Fauvette, rue des Fauvettes, à la ville. Bref, je fus et bien fus. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partez pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux.
bien le pitaine. Les femmes et les enfants, mais pas le crouille. On rentre dans la casse-barre. Chac! Plus de femmes, plus d'enfants. Et on lui ramène le crouille, avec cette djellaba pleine de pisse, de merde et de sang. Eugène, la Jeep! Et Eugène est allé chercher la Jeep, planquée à 2 km du bled, dans ces putains de montagnes, sous ce putain de soleil. Et Eugène, il ramène la Jeep. Et le crouille, à poil sur une chaise, la mâchoire pendante et l'oreille gauche en moins. Eugène, le matériel! Et Eugène, il est allé chercher le matériel dans la Jeep. Arrivé au 152e RI, c'était tombé sur moi. Évidemment, quand j'ai lu mes compétences, Eugène, électricien, avec moi, le capitaine, section spéciale, avancement, dépaysement, amusement, action, distraction, promotion. Là où il y a de la jeune, il y a Eugène. Il a rigolé au foyer en se tapant les cuisses. Eugène, là, j'ai jeune. Quand c'était mon tour au BMC, mais alors il joue. Et Eugène, il songeait à son bourg, au samedi, au café de la mairie, à ses 2 loupiaux, l'Odile, qu'elle est sur ses 5 ans, et le petit, qu'il n'avait même pas vu. Et Eugène, il songeait aux eaux vertes de la Raguse, aux parties de pêche avec papa dans le Bluet, aux cuisses chaudes de son Yvonne. À tout cela, il songeait, l'Eugène, la Jeugène, en ramenant le matériel dans la casse-barre. Un putain qui criait « En couille! En couille de crouille !» Ce marrant, Eugène, la Jeugène, les couilles du crouille! Ce marrant! Ce marrant! Et le jeune, il prend son rifle, il tire à la casse-barre. Et le jeune, il tire sur le couille, il tire sur le pitaine. Et le jeune, il tire sur le Marcel du Rotier, sur le Maurice du Nord, sur la DRL, sur Julien de Pigalle, sur Henri d'Igmoritan. Il tire sur le Pierrot de Bordeaux et sur Michel Lapédale. Et le jeune, il tire sur le jeune. Je bois un but sur les cerises. Je bois manger de veau au citron l'hiver. Je bois lamper de rouge sur du blanc. Je bois gober de fée Noël. Je bois bouillir le chou en août. Je bois pris froid sur la digestion. Je bois somnolé sous le noyer. Je bois cueillir les prunelles avant les premières gelées. Je bois avaler le frais en été. Je bois mille lait dans le café du midi. Eh ben, j'ai quand même mouru. Je suis l'idiote du village. Il y en a toujours une, assise sur un banc de la place de la mairie ou debout devant l'église. Là-bas volait. C'est moi. Le regard débile. Oh, pas trop, mais quand même. Au bout d'une minute, elle me demandait le chemin pour Landon et la voiture repartait. Et il disait « C'est fou tous ces idiots du village. Y'a qu'ici qu'on voit ça. Faudrait les enfermer ?» Mais ça aussi, je l'étais. Au service psychiatrique de l'hôpital de Landon. Maman ne pouvait plus me calmer avec les 14 Valium par jour. Un an à crier, hurler derrière la grille. Un an à griffer les murs, taper contre la porte, pisser sur moi et manger mes excréments. Typique, disait le docteur. Typique. J'étais l'idiote typique. Au bout d'un an, j'étais encore l'idiote. Oui, c'est moi l'idiote. Bonjour, bonjour. Alors je suis restée à la maison avec maman et papa. Je cassais tout, papa réparait, maman pleurait. Et je crevais les yeux du chat et papa l'enterrait et maman pleurait. Et je poussais des grognements et des gémissements et maman me prenait dans ses bras et papa pleurait. J'étais vraiment l'idiote. L'idiote typique.
avec les gamins qui attachaient mon pied au banc me cachaient dans les toilettes de la mairie. J'étais l'idole du village avec mon sourire béat, à rester debout toute la journée sans parler, avec cette mare de bave à mes pieds, et à rentrer pour casser ce que papa avait rafistolé et me blottir dans le giron de maman. Vous voulez comprendre? Et je les comprends, mais je ne pouvais rien dire, mais rien de rien ne sortait. Typique pour une idiote de village, typique! Sauf quand maman m'a fait boire terralène mélangée à de la grenadine et qu'enfin j'ai arrêté de respirer. Alors là, c'est venu d'un coup, d'un seul, je me suis mise à parler que je ne m'arrête plus. Mais bon, typique, vont dire, typique pour l'idiote du village. J'en avais encore dans ma tête. Pas tout dit. Il me restait plein de lettres découpées dans le journal. Plein de différentes. De jolies, de petites et des grandes. Tout plein, rangées dans le tiroir du buffet, qu'il me restait pour écrire tout ce que je savais encore. Que c'était le Georges qui avait trafiqué le frein tambour du père Jules, qui a dégringolé la grande côte et qui a heurté la marguerite du Gaston qui allait à l'étable. Que la Juliette Bigot disait à son mari qu'elle allait à la confesse tous les jours et fleurir l'hôtel tous les samedis, alors qu'elle retrouvait le Lespinasse dans la grange au foin après la mort d'Alphonsine. Que la Renée n'a pas vraiment été très sage après que son mari ait pris du gaz au poumon à la première. Que le soi-disant anonyme n'est pas si anonyme que ça. Et si on allait demander à la Sophie Larguy que si le Jean Blandin est mort sans avoir vécu, c'est qu'il aurait du mal à trouver bon cœur, puisque la Huguette couchait plus que raison, et que le docteur lui devait bien ça, vu que le vendredi, elle n'y allait pas que pour le ménage, et que le vendredi, la femme du docteur allait en ville. Que la femme du Marc, qui faisait sa sainte nitouche, elle se faisait mettre par le receveur de la poste, et même qu'elle hurlait. Que les poules de la mère Triboulet, c'est pas Lilo qui les a prises, mais le Gaston qui les a vendues au marché de Landon. Que j'aurais pu encore en dire des choses, si on m'avait laissé le temps. Et des pas mûrs. Ah non, mais si seulement on avait son mot à dire, hein. Mais c'est à croire qu'ils le font exprès. Derrière moi, les bigots, des hypocrites et flagorneurs, toujours à inviter monsieur le curé pour le déjeuner d'après-messe. Et à ma gauche, le Georges Vinchon, qui s'est distingué de son vivant par une vulgarité sans pareille, en parole et en acte. Mais le pire, alors vraiment le pire est à ma droite. Le comble de l'indécence. Le petit grand Jean. Un va-nu-pied malpropre. Un étudiant bohème qui ne désirait qu'abattre les fondements sociaux de notre vieille France, qui se targuait de mettre l'État à feu et à sang, et qui posait des bombes pour supprimer notre système démocratique et libéral. Je voudrais pas être médisante, mais quand même. Je pense que quelque part en ce monde existe une justice pour ces contestataires rouges. Et je ne peux que me réjouir que le cocktail Molotov lui ait explosé entre les mains. Mais voyez ma condition en solio. Des bigots obséquieux, un blasphémateur incestueux, un bolchevique chevelu. Oh, charmante société. Et en plus, à mes pieds, reste une place vacante. Alors là, je m'attends à tout, mais alors à vraiment tout. Déjà fœtus dans le ventre de ma mère, j'éprouvais dans cette longue période de sommeil léthargique et de contre-révolution permanente l'étouffement de la cellule familiale qui, dans son empressement affectif et nourricier, anesthésiait tout mouvement critique.
représentant ainsi son échelle le système répressif d'une société totalitaire, qui, par un instinct de survie face au débordement de la jeunesse, se cramponnait à des valeurs périmées destinées à maintenir sa domination. Déjà, bambin au jardin d'enfants communal, je réalisais lors de l'activité peinture du mardi après-midi que notre société, dans la représentation qu'elle se faisait d'elle-même et de ses ennemis, imposait des catégories idéologiques et esthétiques pour la compréhension du monde et de son histoire, et qu'elle ramenait tout écart annonçant son dépassement à l'ordre naturel des choses, sans comprendre que la révolte de la jeunesse n'était en réalité que le signe avant-coureur d'une subversion plus vaste et le prélude à une prochaine époque révolutionnaire. Déjà collégien à l'intercommunal, je comprenais lors du partage inéquitable des frites à la cantine que d'une part, notre système démocratique était entièrement corrompu et que les valeurs égalitaires prônées dans notre société occidentale n'étaient que l'apparence sécurisante de toute vérité contestataire, et d'autre part, qu'il appartenait à une élite de propager une prise de conscience collective qui aboutirait à un partage fondé des biens de consommation. Désormais, mort au cimetière communal, je me rendais compte que la répartition topographique des tombes et l'ostentation ornementale des caveaux de la classe possédante, représentant ainsi les profondes inégalités sociales. Mais le fils Lespinasse, lui, reposait dans une somptueuse crypte exposée plein sud, mais moi ici, était coupé des forces vives de l'histoire, de la répartition et de la conscience prolétarienne pour entreprendre une quelconque action révolutionnaire. Puis, victime d'une profanation collective le week-end dernier, je profitais de ces quelques jours de lumière pour m'informer de la situation socio-politique issue des bouleversements récents, pour établir l'examen critique de mon parcours révolutionnaire et pour envisager l'avenir de la lutte. À présent, définitivement enfermé dans mon nouveau cercueil de zinc, définitivement condamné aux froides et humides ténèbres, au progressif pourrissement de mon propre être, seul, enfin, face à moi-même, je réfléchis. J'entends le crissement des pas sur le gravier, j'entends le merle voler, le vent se lever dans les cyprès, et je réfléchis. Je réfléchis et parfois, il me faut l'avouer, je doute. Oui, je doute, et désespère du monde. Révolution pour les frites! Anonyme. Anonyme. Vite dit. Anonyme. Comme si je ne savais pas, moi, mon nom à moi, et ma naissance à moi. Anonyme. Ah, ça oui, c'est du joli. Là, au-dessus de moi, en gros. Anonyme. J'en ai pour quelques décennies avant qu'ils ne rasent la tombe et qu'ils en mettent un autre à ma place. Un pas anonyme. Pas un nom, ça. Et encore moi j'ai de la chance. Parce qu'il y en a un à côté. C'est pas Anonyme qui a écrit. C'est rien du tout. Kyochi qui écrit. Qu'il n'y a même pas un écriteau pourri, comme moi l'anonyme, qui tombe en morceaux. Moi qui, à la novembre, récolte les invendus, les chrysanthèmes qui puent. Ça oui, c'est bon pour moi, bon pour l'anonyme. Et lui, là, ah, c'est même pas depuis quand. Il était déjà là quand j'ai cassé ma pile dans ce troupeau-mets en 54. L'hiver 54. Moins 20 qu'il faisait. Bah, lui, bien sûr, déjà se gelait plus les biches, le vrai anonyme. Déjà qu'il crevait plus le froid et la faim, vu qu'il était déjà 3 pieds sous la terre gelée. Il craignait plus le froid et la faim. Comme moi, l'anonyme, à qui on fermait la porte au nez, et à qui on donnait même pas les restes pour les cochons. Qu'on chassait à coups de fourche de la grange bien fumante, ou de la grange au foie, de peur que l'anonyme ne se découpe un bon steak sur pied. Ah, ça oui, on voulait pas le connaître, l'anonyme, qui arrivait dans de ses ous, en loque, le ventre creusé et les pieds gercés, qui pouvait plus marcher l'anonyme, et que le curé fermait le portail de l'église à double tour, de peur que des va-nu-pieds lui volent son crucifix 15e.
Va bouffer un crucifix, mais le 15e, par moins 20. Que l'eau de la fontaine était gelée et que pas une poule ou un lapin ne se promenait dans les cours. Et que moi, l'anonyme, ne pouvais plus marcher. Plus un pas. Et que moi, l'anonyme, me suis affalé sur le banc de la place entre l'église et la mairie à 6 heures du soir. Et que je voyais fumer les cheminées derrière les volets. Et que j'attrapais parfois un regard quand un de ces pecnos à la face rougie par le feu sortait pour chercher une bûche et rentrait vite en verrouillant la porte. Et que moi, l'anonyme, me suis endormie sur ce banc à 6h30 le 19 décembre 1954 et ne me suis jamais réveillée. Et même que le lendemain, le Raymond faisait la gueule. Par moins 20, je creuse pas. Je l'ai entendu. Pas par moins 20. Donc on m'a laissé 27 jours dans l'entrepôt à vin de la mère Pascal, parce que vu le froid, je risquais pas de puer. Et que vu mon état, ces barriques, elles risquaient rien non plus. Voilà ce qui me vaut à moi, l'anonyme, la chance de reposer dans ce charmant bourg. Supporter son regard. J'écoutais le concert. J'appréciais les haricots rouges, j'appréciais vraiment. J'aime pas la baston. J'aime pas qu'on me regarde ainsi, c'est tout. Je me suis réussi à lui et je l'ai frappé au ventre. J'ai glissé sur le parquet et je suis tombé. Du coup, j'étais encore plus énervé. J'aime pas qu'on rit de moi. J'aime pas ça. J'ai même horreur de ça. Je l'ai pas vu sortir son couteau. J'ai senti une douleur à la joue droite. Je savais que ceux de Landon étaient des durs, que toujours à la salle municipale les concerts se terminaient mal, que les sièges en bois étaient cassés, que les bouteilles volaient, que ça frappait sec entre les morceaux, qu'ils méprisaient ceux de Raguse encore plus que ceux de Saint-Élie, qu'ils nous prenaient nos filles, que les crans d'arrêt ne restaient jamais dans leurs poches, que les coups de poing américains fracassaient facilement les mâchoires, que nos parents nous interdisaient d'aller, que les gendarmes attendaient dehors. Je savais tout cela, mais j'aimais le rock. J'aimais les haricots rouges. J'aimais Babe of America. Et le solo de guitare sur Alone on the Road with My Girl. J'aimais. J'ai senti une estafilade à la joue droite. Et le sang coulait. Le coup au ventre, j'ai entendu la réplique de Bad Boy in the Town. J'ai encore écouté le batteur. Je me suis écroulé. Je suis mort. Salope! Enculère! Oh, oh! Connasse! Péteux! Poufiasse! Bouseux! Ça va! Putain! Cocu! Frigide! Impuissant! Ça suffit les deux! Ta gueule! Bien à jouir! Enfileur de chèvre! Juridé! Éjaculateur tardif! Prends un flasque! Pizmolle! Moi c'est de l'oignon! Bourrique bourrelée!
sûr. Un bourdoufle. La paix. Encrassé du colon. Et ta chiasseuse. Oh, vous pourrez. Et toi la ferme. Je disais rien. Compris? Pas un mot. On veut plus t'entendre. Ta faute, t'es tronc. La mienne, Fioche. T'en t'es occupé, merdouille. C'est moi qui lui ai fait la carabine, peut-être. L'amour maternel, la vasse. Et le respect filial, gros duc. Un couchaillé enruté. Il fallait assurer un reposé. Bon, de Oh, ta gueule, le parricide. Chère maman et cher papa, voilà quelque temps que je suis ici. Je ne sais pas exactement combien, mais ça ne fait rien. J'ai juste envie de vous parler. Pour moi, tout va bien. Ne vous faites surtout pas de soucis, surtout pas. Je n'ai pas pu voir comment était la vie pour la regretter assez. Et le peu que j'ai entendu lors de l'enterrement m'ont convaincu que je n'ai rien manqué. Mon seul regret, c'est vous que j'ai laissé là-bas. Voilà mon inquiétude. Qu'allez-vous devenir sans moi? Comment allez-vous aborder la part qui vous reste à vivre? Je ne suis plus là pour vous aider. Et les quelques heures que j'ai passées avec vous ont suffi à m'attacher à vous. À ton haleine de tabac froid, papa. À tes seins gonflés de lait sucré, maman. Oui, nous aurions formé une belle famille et je vous aurais aimé et haï comme un bon fils. Enfin, vous savez cela mieux que moi. Voilà les quelques mots que je voulais tout de même vous dire et que vous n'entendrez peut-être pas. Mais rassurez-vous, je me porte bien. À bientôt, je vous embrasse très fort. Votre fils, Jean. Et je vous ai entendu lire votre lettre. Elle est très jolie. Merci. Mais tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Je m'appelle Jean Blandin. Ah, moi c'est Violaine Blandin. Ah tiens, on a le même nom. Ce n'est pas étonnant. Je suis ton frère. Ah non, mais je vais pas être frère. Hein. Je sais. J'étais encore bébé quand je suis mort. On n'a pas eu le temps de se rencontrer. Donc je suis votre soeur. Tu peux me tutoyer, tu sais, entre frères et sœurs. Ah, mais c'est pour ça, quand je suis née, j'ai entendu dire papa que cette fois on ne la perdrait pas. Il parlait de moi, je pense. Ah, mais ils ne m'ont pas gardé longtemps. Hein. J'ai juste fêté mon 4e anniversaire et après je suis morte. Ils ont dû pleurer beaucoup. Hein. Ils pleurent encore. Eddie, Oui. c'est pour qu'ils ne pleurent plus que tu leur as gagné une mère. Oui. Et ils vont revenir, papa et maman? Bien sûr. Ils viendront nous voir bientôt. Ah, c'est quand bientôt? Bientôt. Tu restes avec moi en attendant? Mais oui, on va rester ensemble. Ah ouais, c'est chouette un grand frère. À qu'on joue. Choisis. Ah ni oui ni non. Si tu veux. Tu es d'accord? Oui. Ah, t'as perdu, t'as perdu. Ah putain de millions. Jamais rien vu d'aussi beau de ma vie, vin Dieu. Et eux tous qui étaient là. Le Vinchon Cyprien Dumont, le Bigot René Dubourg, le Ronquet Ernest des Gardes, eux tous. Et même le Triboulet René, des Bourgers, à qui j'adressais plus un mot depuis la fâcherie entre nos pères à propos du champ d'en bas, que soi-disant ils pouvaient passer pour l'eau à la raguse, mais que ce n'était pas un chemin communal et donc privé tout comme, et qui pouvaient pas amener ses bêtes à boire parce que le champ était à nous, et qu'il n'y avait pas de chemin, qu'il y avait raison de quereller.
Mais l'Alphonse, le père d'Urnay, mais même l'Urnay m'en voulait, puisque lui aussi était revenu pour les remontailles. C'était bien joyeux de les voir tous là, avec moi, au milieu du café de la mairie, sur la table à gauche de l'entrée. Et eux, tous au comptoir, à s'acheter plus qu'un gorgeon. Pendant que les femmes attendaient dehors. Et la mère Pascal qui mettait ça sur son compte. Et allez, et là. Petit crash. Et il avait bien raison de déclarer que l'affaire du champ d'en bas, eh ben c'était une affaire réglée, hein. Mais, l'un des pères est bien mauvaise. Et que les fils, lui et moi, eh ben on aurait pu bien rigoler ensemble. Et que si c'était pas maintenant, ben alors, ça serait jamais. Et alors il a même offert une tournée à boire. Et le Gaston qui ne voulait pas être au reste, eh ben il baillait aussi sa ronde, et allez. Ah putain. Ah, c'était bien beau de les voir tous se réunir à boire à ma santé et à lever leur verre sur mon cercueil. Et même que c'est le René. Oui, le René des Bourgers qui le premier s'y met à chanter. Et quand tous se sont mis à chanter, j'avais la larme à l'œil tellement c'était beau. Et tous ensemble on a repris. Il est mort ou bien il dort. Pour le réveiller, trinquons un verre. Mort, 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 t'en iras-tu sans verre. Et cette haine, poursuivie par des fils soumis qui ne surmontent ni l'envie, ni la jalousie, dont les fondements sont enfouis si loin qu'enfin ils reposeraient dans l'amnésie courante, dans l'oubli commun, et acceptés par les deux familles réjouies de la paix, s'ils n'étaient toujours l'un ou l'autre des vivants. L'antique querelle, soudain se remémorant, qui jadis au café de la mairie survint entre les aïeux coléreux pris par le vin, au sujet d'une prétention passage des bêtes assoiffées, paissantes au pâturage, désireuses d'user le chemin de pierre du champ pointu au bord de la rivière. Et, s'il n'était cette obscure réminiscence, par un client émise en toute innocence, cherchant profondément dans sa tête oublieuse ce qui un jour créa l'antipathie furieuse, l'horrible exécration des ancêtres amis, du bourg la plus effroyable des aversions. Et quand, de cet effort de la mémoire peureuse, surgit alors l'ire haineuse, que tous pensaient assoupis par l'écoulement de nombreuses années, mais qui, des rejetons ravive et attise la colère des pères si longtemps omise, la fureur reléguée à un âge révolu, dont les tendres fils, toute honte enfin bu, avait la réconciliation tant souhaitée, ou du moins de la rage l'enfouissement convoité, abdiquant l'absurde et vaine violence dans la quête légitime d'une existence propre. Quand, d'un buveur éméché, soudain, un mot funeste lâché, ils se voient contraints, par leur vie ici menée, en ces lieux où déjà vécurent leurs pères fielleux, à ranimer les héréditaires courroux transmis à la lignée par d'ataviques détours. Ce qui, malgré le pardon posthume de son grand-père ou mien, affecté alors à la mise en terre, dans ce cimetière conduit jour après jour Jean-Pierre Triboulé, le fourbe, à se déboutonner et à dégager son instrument vérolé pour d'un jet redouté, juste avant la clôture des grilles, compisser ma triste sépulture. 3, 4. Il est mort ou bien il dort. Pour le réveiller, trinquons un verre. Mort, 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 t'en iras-tu sans verre. Toujours continuer. À quoi bon encore, à quoi bon? Cet attachement à la maison du père et du père et du père. Le retour les soirs brumeux, dans la chaleur de la cuisine, et la soupe brûlante du Julie, et la tête perdue dans le corps chaud de l'Élysée. Et recommencer, je voulais, ce qui était, ce qui fut, ces retrouvailles l'un de l'autre, et toujours la pan la soupe. À quoi bon retenir cela?
Biquette. Mon biquet. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Pas trop froid? Jamais avec toi, la Biquette. Elle était fraîche pourtant. Ah, toujours à la saison? Oui, mais en été on s'y baignait. C'était avant? Avant, oui. Avant que tu ne partes à la première. Eh oui, on s'y baignait avec le Gaston, le Raymond, Oh oui. la Julie, la Rosalie, la Fernande. Oh, tu as toujours eu un penchant pour la Fernande. Biquette, tu sais bien Je que... te taquine, mon biquet. Ah, ma Biquette. On est bien ici. On est bien. Mieux que... Ah, 1000 fois mieux, ma Biquette. 1000 fois mieux. Oh, mon biquet. C'est vrai qu'elle était fraîche. Tu as bien fait de garder ton châle. Oh oui, je ne serais jamais partie sans mon châle. C'est loin, ma Biquette. C'est loin, mon biquet. On a bien fait. Bien sûr, mon biquet. On a eu notre compte, n'est-ce pas, ma Biquette? Oui, mon biquet. On pouvait plus continuer comme ça. On ne pouvait plus. On a été gâtés par notre fils. Ah ça, il nous a gâté notre Gilbert. On aurait dû lui laisser un mot. Il aura compris, ma Biquette, ne t'inquiète pas. Je sais bien, mon biquet. Mon biquet. Ma Biquette. Jamais je ne serais allée dans leur maison vieux. Gilbert passait tous les jours. Oui, je sais bien. Et il ne nous a jamais rien demandé. Jamais. Et si tu étais parti avant moi, On n'y pense plus, mon biquet. on pouvait plus continuer. On pouvait plus. Même si elle était fraîche. Oui, mais en automne, on s'y baignait plus. Tu as raison, ma Biquette. C'est mieux ainsi. C'est mieux. Mon biquet, Oui. embrasse-moi. Bien sûr, ma Biquette. Alors là, moi qui me disais, tu verras bien quand il sera. Que dalle! Libre à voir! On s'en fait tout un plat, on se monte le bourrichon, on fabule, on suppute, on extrapole! Et total, nada! Mais alors ce qui s'appelle Cucci! Non mais ahurissant! Ahurissant! Non mais, de quel droit? Non mais, de quel... Ils peuvent tout de même pas faire n'importe quoi! Non. Il y a des lois, non mais! On veut m'expulser. Oh. Quelle infamie! Ouais. J'ai payé, moi. Moi, appelle le tourneux. On veut me reloger. Me reloger à l'ossuaire. Non mais, on se demande où on vit. On est mort. On est mort. Pas de quoi en faire tout un plat. On est mort. Ça sert à rien de radoter, de se raconter des histoires. Et patati, et patata, et encore des histoires déjà de son vivant ne distrayaient même pas personne. On est mort. Quoi? Ça arrive? Ça arrive? Alors qu'on arrête. Je dis qu'on arrête avec toutes ces histoires. Parce que j'en entends ici, j'en entends, et que si, et que ça, et que celui-ci aurait avec celle-là. Et moi je dis stop! Ça suffit, les histoires que personne s'y intéresse plus. Ici comme là-bas. Qui s'y intéresse aux histoires? Personne. Personne s'y intéresse aux histoires. Aux petites histoires qu'on déniche derrière les fagots ou pas. On s'en fiche. On s'en fiche. Depuis le temps qu'on en raconte, on devrait en avoir fini quand même. On devrait les avoir racontées toutes les histoires. Toujours les mêmes et pareilles qu'on entend de partout et qui ne changent pas. Déjà, avant, savez, moi, les histoires, j'y ajoutais parfois. Et en plus, je m'en fichais des histoires. Je voyais pas ce qu'on y trouvait aux histoires, aux petites histoires, et même à la grande. Qu'on me ramène pas la grande. La grande histoire aussi, ça me pond. Ça me pond. Ça fait longtemps qu'elle est arrêtée, la grande. Alors qu'on arrête de croire qu'elle continue et que les petites vont à la grande comme la cruche à l'eau. Enfin, je dis qu'on arrête avec les histoires. Qu'on arrête. On est mort. On est mort.
on va pas se raconter des histoires. On est mort, quoi. On est mort. Arrête-toi, passant, et contemple la poussière. Vois le feuillage qui tombe et recouvre ma sépulture, et la pierre qui s'effrite, et la mousse qui dévore la croix de bois. Ô passant, regarde mon épitaphe. Lis-la. Elle raconte ma vie, mes peines. Jusqu'au bout, lis, et de tais-toi. Retire les feuilles qui cachent ma pierre gravée. Lis tout le texte. Il raconte ma vie. Sans joie, ni peine d'ailleurs, qui s'en est allée, comme elle fut venue. Viens plus près. Et retire la terre qui cache les lettres, les belles lettres dorées de la vie passée à mourir. Et l'amour de mes enfants, l'attachement de mon mari, l'infliction infinie et la douleur. Lis, ô passant. Eh, passant? Oui, toi qui t'arrêtes à la tombe de Georgette. À bientôt, passant. À bientôt. Grâce à deux personnes, ce sont nos professeurs de théâtre, Anne-Marie et Cathy. Bravo! Je remercie toute l'équipe, tout le groupe qui a, pour des textes qui étaient très difficiles, qui a joué le jeu de cette aventure. Donc, je les remercie pour tout le travail. Et puis je vous remercie à vous. Ils étaient inquiets par rapport à la réception du texte. Donc je vous remercie pour votre écoute et voilà, vos applaudissements.